Bonjour à tous, merci de vous être connectés à notre webinaire. Je suis Nicolas Bruchet, directeur associé à l'agence Décuple, et j'ai le plaisir d'être accompagné de Laetitia. Bonjour Nicolas. Bonjour, merci d'avoir Bonjour accepté notre invitation. C'est un webinaire, il ne faut pas hésiter à interagir avec nous, à poser toutes vos questions au fil de l'eau. Nous les prendrons à la fin du webinaire pour y répondre du mieux possible. Laetitia, pour commencer et avant d'aborder notre sujet, je vous propose de présenter la marque Häagen-Dazs, de vous présenter aussi en quelques minutes. D'accord, alors déjà merci de me recevoir et puis merci pour l'intérêt que vous portez au sujet que je porte depuis 2 ans et que je trouve passionnant. Très vite, Häagen-Dazs, c'est une marque américaine qui a été créée en 1960 à New York par Reuben et Rose Mathus. Et puis l'histoire fait que General Mills s'est développé à l'international et ils ont choisi la France et les Hauts-de-France pour implanter leur usine. Et aujourd'hui, la production mondiale des crèmes glacées Häagen-Dazs se fait dans notre usine, donc près de Arras, sauf pour les États-Unis et le Canada. Quoi dire d'autre par rapport à moi? Alors, peut-être votre rôle chez General Mills et Häagen-Dazs. D'accord, donc moi je suis chez General Mills depuis 2018 et je suis Digital Strategy Manager. Et donc depuis 2 ans, j'ai mis en place ce programme de fidélité. Alors ça c'est le cœur du système, mais en vrai, la tribu Häagen-Dazs dont on va vous parler ce matin, c'est tout un écosystème. Très bien. Merci Laetitia. Alors pour présenter aussi notre agence en quelques secondes, l'agence Décuple est une agence conseil data-driven. Nous créons de la performance pour les marques sur l'ensemble du funnel, donc de l'acquisition à la fidélisation. Aujourd'hui c'est de fidélisation que nous allons parler. Nous le faisons grâce à la data, nous le faisons dans différents secteurs, nombreux secteurs, dont la grande consommation pour Häagen-Dazs notamment, mais aussi le retail, l'immobilier, la banque assurance, voilà, de nombreux secteurs travaillés par l'agence. Alors moi, je peux peut-être rajouter aussi quelque chose, c'est de dire comment je vous ai trouvé. Absolument, vous pouvez. Donc à la genèse du sujet, je recherchais des études sur la fidélité, enfin sur des différents projets digitaux potentiels, parce qu'on avait envie de lancer un pilote pour aller plus loin dans la relation qu'on peut construire avec nos consommateurs, puisqu'on est une marque de grande consommation, sans accès direct à nos consommateurs. Et j'ai trouvé un livre blanc super intéressant qui était publié par Décuple. Donc déjà, ça a nourri ma réflexion et permis d'imaginer différents axes de développement potentiel sur des projets, donc ce projet pilote. Et voilà, c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Parfait. Merci pour cette introduction, Laetitia. N'hésitez pas à aller voir nos contenus donc, du coup, sur notre site. Et rentrons dans le vif du sujet de notre webinaire. Alors d'abord, pour le contexte, les programmes de fidélité, la fidélité, elle va en poupe. D'abord dans les usages, puisqu'un tiers des Français utilisent plus de 5 programmes de fidélité aujourd'hui, c'est beaucoup. Et c'est une tendance croissante, puisque plus d'un tiers des Français interrogés disent vouloir ou avoir l'intention d'adhérer à plus de programmes de fidélité dans le futur proche. Pour les marques, c'est aussi de la création de valeur avec leurs meilleurs clients. Et on le voit dans les sondages aussi, 57% des consommateurs interrogés sont prêts à payer plus cher pour acheter chez des marques auxquelles ils sont fidèles. Donc les programmes de fidélité aujourd'hui fonctionnent bien, ils évoluent, mais c'est toujours un levier marketing qui fonctionne. Maintenant, pour le contexte de Häagen-Dazs, Laetitia, je vous propose de nous expliquer un petit peu aussi quel était le contexte au moment du démarrage de ce projet. Donc ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que c'était, et c'est encore, parce qu'on apprend toujours, un programme pilote. On a choisi et on cherchait une façon d'entrer en relation plus proche avec nos consommateurs, de créer une relation. Et donc la fidélité nous est apparue un levier intéressant parce qu'il nous permet de travailler de façon qualitative la relation. Häagen-Dazs, c'est une love brand, c'est aussi un positionnement premium. Donc partant de là, on s'est dit, là, il y a quelque chose qui est intéressant. Et donc, on a tiré le fil rouge pour atterrir au programme qu'on a mis en place. Donc, l'attribut de Häagen-Dazs. C'est une love brand, c'est un produit qui est très consommé en France aussi, mais c'est un marché compliqué, oui. Avec une forte concurrence de petites, moyennes, grandes entreprises
et c'est surtout un réseau de distribution très fragmenté pour Häagen-Dazs, entre les grandes moyennes surfaces, le hors domicile avec les cinémas et les restaurants, la livraison, et bien sûr vos boutiques franchisées. Mais tout ça est très éclaté et vous avez une relation indirecte avec vos consommateurs dans la plupart des cas, puisque 90% des ventes sont faites justement avec ce réseau de distribution. Et donc, c'est à ça que la tribu devait répondre, n'est-ce pas? Essayer d'avoir un accès direct. Tout à fait. Donc, on a regardé les études. Ensuite, on est parti à la rencontre de nos consommateurs. Et donc, on a échangé avec eux. Et les consommateurs, eux, le réseau de distribution, c'est quelque chose de transparent pour eux. C'est juste pratique en fonction de là où ils sont et ce dont ils ont envie. Ils vont utiliser le distributeur qui répond à leurs besoins. Mais eux, ils achètent Häagen-Dazs. Et donc, quand on discutait avec eux, pour eux, c'était totalement naturel que si on mettait en place un programme de fidélité, on devait récompenser les achats de la marque, quel que soit le point d'achat. Et derrière, c'est un challenge monumental, parce qu'on parle de milliers et milliers de systèmes de caisse auxquels nous n'avons pas accès. Voilà. Donc, il faut essayer de s'affranchir. Donc, on va y revenir effectivement au niveau de en parlant de conception. Pour les objectifs de ce programme de fidélité, en quelques mots, quels étaient-ils au démarrage pour votre entreprise? Alors déjà, le premier, c'était de confirmer qu'il y a un intérêt pour les gens sur un programme de fidélité. Ensuite, c'était de nous permettre d'avoir de la first party data pour enfin rentrer en relation directe et créer ce lien relationnel avec les gens qui aiment la marque. Et ça nous permettrait donc, à travers ce biais, d'enrichir cette relation. Et puis, enfin, de voir si ça nous permet de booster les ventes, en tout cas de mesurer l'impact que le programme peut avoir sur les comportements. Et à long terme, peut-être, en effet, est-ce que ça apporte un levier économique dans le panier moyen, mais la ça, fréquence. C'est pas tout de suite. Voilà, on reviendra d'ailleurs sur ces résultats certainement. Alors, un programme de fidélité, c'est un projet complet, complexe, qui implique tous les étages de l'entreprise, à peu de choses près. C'est un projet en 4 étapes, si on veut schématiser. La première, c'est la conception. Il s'agit de définir une identité, une promesse, des règles. On va jusqu'à impliquer le légal, bien sûr, et on va parler de RGPD. La deuxième étape, c'est la mise en œuvre concrète de ce projet avec des solutions techniques, un moteur de fidélité, une plateforme de rewards. Ensuite, il est déployé, mais les challenges ne s'arrêtent pas là puisqu'il faut recruter des membres. On va rentrer dans le détail aussi des leviers que vous avez activés pour recruter, puisque recruter le nombre de membres d'un programme détermine directement presque son retour sur investissement. Il est directement lié à ça, donc c'est un vrai challenge. Et enfin, dans la durée, créer de l'engagement avec les membres, créer de l'activité est essentiel pour le succès sur le long terme, puisque c'est ça qui fait vivre le programme. Alors commençons peut-être par la conception. Vous nous avez dit être parti de sondage et d'insight consommateur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la conception, la phase de conception de ce programme? Alors, le vrai challenge dans la conception, c'était de créer un programme qui soit super facile pour le consommateur, en tout cas autant que faire se peut. Et le premier gros challenge en back-office, c'était d'abord de résoudre ce programme d'omnicanalité. C'est-à-dire comment est-ce que si on lance le programme, on est en mesure de récompenser chaque achat qui est fait, partout en France évidemment, mais quel que soit le touchpoint. Donc ça, c'est d'abord été la chose qu'il a fallu résoudre. Ouais. Voilà. Et puis une fois qu'on savait comment on allait le faire, après c'était OK, dans la promesse et dans la structure du programme, comment faire quelle proposition mettre en place pour proposer quelque chose de simple aux consommateurs. D'accord. Ouais. En termes de conception aussi, il y a une phase créa. Généralement, quand on crée un programme de fidélité, on lui trouve une identité. C'est important pour marquer les esprits, pour que ce programme se distingue. Dans le cas de la tribu, comment ça s'est passé? Quels étaient les éléments sur lesquels vous avez le plus travaillé finalement en termes d'identité? C'était d'identifier comment est-ce que à la fois on crée quelque chose qui a une personnalité qui peut être forte, mais qui s'intègre tellement naturellement dans la marque. Et donc très vite, cette notion de tribu nous est apparue comme un espèce d'état d'esprit, de mindset, et de se dire si tu aimes la marque,
tu as envie de faire partie de cette tribu, de ce cercle de privilégiés. Si on l'avait appelé Häagen-Dazs le cercle, là ça faisait peut-être un petit peu froid ou un petit peu... Loin de l'identité de Häagen-Dazs. Et on voulait quand même ce sentiment de love brand. Et on était, donc la tribu nous est apparue plus à la fois plus chaleureuse, avec une dimension communautaire et cohérente. Et à l'intérieur, donc on a différents segments qui sont donc d'abord le numéro 1, c'est vous êtes membre normal, et puis après vous commencez à passer différents échelons, et donc vous êtes follower, fan, et puis après, comme on parle d'amour, puisque vous gagnez des cœurs, donc on est vraiment dans la vente, on est dans une relation très affective, vous commencez à rentrer dans les friends et puis après on est dans la MIFA, la famille. D'accord, donc voilà, une recherche à la fois iconographique et puis dans les termes choisis. Donc ça c'est très important pour donner son identité. Ensuite on en a déjà un petit peu parlé, la promesse elle doit être simple, claire, directe. Le premier point, vous l'avez évoqué, c'est le fait d'être omnicanal, c'est un élément hyper fort de conviction pour les consommateurs. Où que vous achetiez, vous êtes récompensé. Le deuxième point, lui aussi assez direct, c'est un choix que vous avez fait dans sa simplicité. 1 euro dépensé est un cœur obtenu, et ces cœurs sont cagnotés pour obtenir un ensemble de récompenses sur lequel on va revenir aussi, puisqu'il se distingue par sa diversité. Donc voilà, une promesse très directe. Alors maintenant, si on passe à la deuxième étape, la mise en œuvre, quel était le challenge? On peut parler peut-être de l'interface, du choix technique pour l'interface client. Alors encore une fois, projet pilote, donc il y a un budget certes, mais ça reste d'abord un projet pilote. On teste, on regarde, est-ce que ça peut fonctionner? Donc se pose la question digitale, est-ce qu'on va sur du site, sur de l'application? Très vite, moi j'ai dit, on va sur un site web parce que pour plusieurs raisons. Déjà, c'est tellement moins cher que de faire des applications. Application, ça veut dire que vous devez être disponible sur tous les systèmes, Android et Apple. Ensuite, on a sorti ça quasiment en interne avec un partenaire pour le développement, mais je veux dire, on a vraiment toute l'entreprise qui a participé sur tous les sujets, parce que c'est quand même quelque chose d'assez vaste, et on l'a sorti en 9 mois. Donc, c'est vraiment très court. Donc ça veut dire aussi que on est dans ce AB. Un test and learn dans la conception de l'interface on est en du site. bêta-test Il y a des permanent. évolutions régulières, même suite au lancement. Exactement. Et c'est là que peut-être le choix d'un site web responsive est plus souple, plus léger qu'une application pour laquelle chaque correction va peut-être engendrer des mises à jour un peu fastidieuses. Parce que moi, ce que je trouve personnellement insupportable, c'est quand j'ai une application et que je dois la mettre à jour. Et la plupart du temps, je la mettrai à jour. Et évidemment, quand j'en ai besoin, dans le magasin, et parfois, la connexion, elle n'est pas là, etc. On perd quelques secondes. Et je trouve ça vraiment assez insupportable. Donc là, la mise à jour, elle est de notre côté. On ne l'impose pas aux consommateurs. C'est beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est... Et puis, en revanche, au niveau de la conception, dès le début, les mock-ups, les maquettes ont été faites directement en mode mobile. Et non pas site web, desktop, et puis après. Non, on a en revanche réfléchi à ce que ça ressemble à une application. Dans son design et les habitudes consommateurs. Et après, on a adapté au desktop. Mais pour nous, c'était quand même quelque chose que vous deviez avoir sous la main pour pouvoir faciliter le cagnotage. Et voilà, je passe en caisse, si j'ai un ticket papier, clac, je prends la photo, je l'upload et j'en parle. Donc un site web est néanmoins très complet puisqu'il permet d'enregistrer les preuves d'achat, il va permettre d'accéder au catalogue de récompenses, de choisir sa récompense, de la commander en ligne. Donc un site web, mais vraiment un ensemble de fonctionnalités qui en fait un programme très complexe. Alors venons-en justement aux rewards, aux récompenses. Vous avez fait un choix assez particulier d'avoir une grande diversité dans la typologie de récompenses. Pourquoi alors Mais toujours dans cet esprit de test and learn, on voulait voir qu'est-ce qui intéresse les gens, qu'est-ce qui leur fait plaisir. L'idée, c'était de faire ce programme pour être vraiment dans cet esprit relationnel. Les gens nous aiment, montrons-leur qu'on les aime aussi en retour. Et donc, il faut leur proposer quelque chose qui peut leur faire plaisir à eux. C'est toujours insupportable quand on nous fait un cadeau qui fait plaisir à la personne qui a acheté plus que de s'intéresser à l'autre. Donc, pour partir sans préjugés, on s'est dit, on va essayer d'ouvrir au plus large l'éventail des récompenses, tout en restant aussi dans l'ADN de la marque.
l'ADN de la marque qui est premium, et puis on est sur quelque chose d'expérientiel. Donc on a regardé là aussi différentes possibilités, différents acteurs. On avait des acteurs qui nous permettaient d'offrir, vous cagnotez, puis du coup vous transformez vos points en argent et en argent qui dans des cartes où vous allez pouvoir aller avoir par exemple 5 € chez Amazon ou Ikea, etc. Et là, nous, on s'est dit, là, ça correspond pas à ce qu'on a envie de créer. Là, on a envie que ce soit des cadeaux, des choses qui nous font plaisir et on veut partir sur quelque chose qui est beaucoup plus expérientiel. Et c'est là aussi où nous, on a fait le choix de travailler avec vous. Oui. Parce que on vous avait aussi interrogé sur différentes, plusieurs choses, etc. Et donc, on est parti ensemble sur ce levier des cadeaux expérientiels. On a créé aussi ensemble les cadeaux collector. Oui, des objets créés sur mesure pour Häagen-Dazs, brandés Häagen-Dazs, dont la glacière qui fonctionne très bien. C'est un produit qui plaît beaucoup. Alors, du coup... Et le jeu de cartes qui sort. Et bientôt le jeu de cartes, et bientôt d'autres produits collector faits sur mesure et que vous pourrez donc découvrir sur Et super quali. Franchement, on a des retours incroyables sur nos N'hésitez pas donc à collecter des cœurs pour vous offrir le prochain jeu de cartes. Le cashback, donc en fin de compte, si je comprends bien, c'est parce c'est finalement, on se dit, voilà, c'est un problème de fidélité, donc la dimension rationnelle est peut-être indispensable. En tout cas, à tester. À tester. On voulait la tester. Alors, il faut savoir aussi que dès le début, je voulais le mettre en place. On a eu des échanges avec plein d'acteurs du marché, mais au moment où on en parlait, il y avait pour moi potentiellement une faille de sécurité. À savoir que si je faisais des coupons en web coupon, parce que l'idée c'était je cumule des points, donc du coup je peux échanger contre un voucher. Et là c'était je recevais un voucher, mais du coup je faisais autant de photocopies que je voulais. Donc comme c'était pas connecté, etc. Voilà. Okay. À un moment donné, Shopmium a sorti une nouvelle offre qui permet d'avoir un code unique. Et si vous le cramez, il peut plus. Voilà. Et quelque part, comme vous téléchargez votre preuve d'achat pour cumuler des points, vous l'avez. Vous pouvez après la remettre aussi sur Shopmium pour retrouver la récompense cashback. D'accord, merci pour les rewards. Si des questions se posent sur les rewards, n'hésitez pas à nous les poser, nous y répondrons pour approfondir un petit peu le sujet un peu plus tard. Revenons maintenant aux étapes. La troisième étape, donc, une fois que le programme est déployé, fonctionne, c'est le recrutement. Il s'agit de faire venir nos consommateurs. Ça, vous avez fait un choix particulier, celui d'un POC, donc un POC de 5 mois limité à l'Île-de-France. Comment avez-vous organisé ça et quels enseignements ça vous a permis de tirer en fait? Oui, on est dans le projet pilote. C'est un peu les poupées russes du projet pilote. Pareil, l'idée c'était, comme on était dans l'omnicanalité, on voulait d'abord s'assurer que ce qu'on avait décidé et testé voulu mettre en place fonctionnait et qu'on n'allait pas avoir un truc qu'on ne saurait pas gérer ou une catastrophe qu'on n'allait pas identifier, etc. Donc ça nous a permis de valider que le choix qu'on avait fait fonctionnait en termes techniques, en termes de parcours, en termes aussi de rewards probablement. Et puis que aussi, c'est un projet pilote, donc on est loin de mettre des millions. On met de l'argent, mais on est loin de mettre des millions, bien loin de ça. Et donc, ça veut dire que les investissements aussi publicitaires pour justement recruter des membres étaient du coup focalisés sur Paris, région parisienne. Donc, en termes de médias de recrutement, ça nous coûtait beaucoup moins cher que d'aller tout de suite ça permet de tester différents leviers, mais en maîtrisant quand même ce budget d'acquisition. Et parce que ce qu'on voulait aussi, toujours dans cet esprit d'omnicanalité, toujours dans cette idée on n'a pas d'idée préconçue, même si on en a, naturellement, il y a des choses, on se dit, je le sens plus comme ça, mais parfois la vie est surprenante, donc on a voulu quand même aller tester l'entièreté des canaux à votre disposition. Voilà. Et qui correspondait aussi à cette omnicanalité, on va peut-être en parler. Alors venons-en justement aux différents leviers testés, vous en avez testé beaucoup. Du social ads, alors principalement avec l'écosystème Meta, au display, au native ads, de la co-registration aussi avec des sites partenaires et bien sûr sur les points de vente PLV, animation en grande et moyenne surface et même un challenge en boutique que vous avez essayé. Tous ces leviers, donc il y en a une grande diversité.
Quelles conclusions en tirez-vous? Quelles conclusions en avez-vous tirées pour la phase de déploiement à l'échelle nationale? Lesquelles ont finalement le mieux marché? Pour nous, ce qui a converti le plus, le meilleur ROC, croc, c'est sans commune mesure, c'est Meta. Mais en fait, moi ça m'étonne pas. Et ça a validé quelque chose que j'imaginais parce que c'est naturel dans le mindset du consommateur à ce moment-là. Oui, okay. On a même fait de la publicité aussi sur les sites de e-commerce en retail. Ouais. Mais en fait, je suis sur Meta ou sur Instagram, je suis en train de regarder des contenus, etc. Si je suis attirée par une publicité, ah tiens, je clique, mais je suis disponible dans ma tête pour aller jusqu'au bout. Oui, parce que ça reste un parcours d'adhésion, un programme de fidélité. Et du coup, là, c'est long. Voilà, tous les autres, finalement, ils étaient là, mais dans la vraie vie, vous étiez en train de faire autre chose. Notamment leur course sur un site e-commerce. Donc, voilà, et donc du coup, c'est peut-être pas le moment. Ou alors, je suis en grand magasin, ah oui, on m'en parle, mais donc du coup... Donc, clairement, en termes de conversion, c'est Meta. Après, on a fait aussi ensemble la co-registration. Oui. Pourtant, on a essayé vraiment de simplifier au maximum du maximum. Le parcours est même plus simple que celui via Meta. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais du coup, en vrai, comme on est sur la co-reg, vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes en train de vous inscrire par exemple sur elle ou whatever, vous êtes quelque chose. Donc, l'étape d'après qui est de venir valider, de choisir son mot de passe, etc., là, c'est disruptif. Et donc, il y a quand même une étape en dehors du parcours immédiat du consommateur. Et néanmoins, on va y revenir. Alors justement, en termes de volume, la Coreg notamment a permis d'atteindre quand même un grand volume de contacts en affinité avec la marque en basé. Aujourd'hui, vous êtes à 140 000 contacts un peu plus d'un an après, 30 000 membres actifs dans le programme de fidélité lui-même. Quelles conclusions vous en tirez? Qu'est-ce que ça vous apporte pour la suite? Mais en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte que ce qu'on proposait, à Häagen-Dazs La Tribu, oui, le cœur du réacteur, c'est la fidélité et récompenser toute cette mécanique-là, c'est l'aimant. Mais en fait, ce qu'on construit avec La Tribu, c'est vraiment un état d'esprit. Un état d'esprit de j'aime cette marque, elle me parle, je la consomme, je fais partie de cette tribu. Et grâce justement aux gens qui nous ont rejoints via la co-registration, on peut aussi rentrer en relation avec ces gens-là et donc leur envoyer des informations parce que du coup, ils ont demandé à recevoir des informations. Ils sont juste à un clic de se transformer en membres actifs, mais peut-être que eux recevoir juste des informations, ça leur va très bien. Donc encore des poupées russes finalement. On a le programme de fidélité au cœur, mais on a un programme relationnel plus étendu avec des contacts qui ont une appétence, une affinité avec la marque que vous pouvez continuer à animer, notamment avec des messages liés à la tribu et pas que. Et puis il y a peut-être aussi un travail d'évangélisation et de pédagogie à faire, c'est-à-dire que les gens ne sont pas habitués à ce qu'une marque comme ça ait un programme de fidélité. Et puis autre chose, c'est que Häagen-Dazs c'est une love brand, les gens... Honnêtement, en général, quand je parle d'Häagen-Dazs, 7 à 8 personnes sur 10 me racontent, ça m'est encore arrivé hier, je me dis, c'est pas possible, c'est incroyable ce truc, une anecdote avec la marque. Ah bah moi, cette marque-là, ça me rappelle ça. Donc ça, c'est vraiment une love brand très puissante et intéressante. Mais en revanche, c'est aussi une marque qui se consomme sur une saisonnalité quand même très courte. Même si des gens vont la consommer tout au long de l'année, mais c'est pas comme un Coca-Cola que quand les gens aiment cette marque. Voilà, il faut travailler un programme relationnel dans la durée, mais avec cette complexité supplémentaire que le produit est quand même assez saisonnier. Voilà, quand même une forte saisonnalité. Voilà. Alors pour le recrutement, encore une fois, on pourra l'approfondir dans les questions si vous le souhaitez. Et la dernière étape qui nous occupe encore aujourd'hui, qui va nous occuper longtemps, je l'espère, c'est le plan d'animation, créer de l'engagement avec les consommateurs. Là aussi, c'est un challenge. Certes, ils se sont inscrits, certes, ils vont gagner des points, mais il faut continuer à leur rappeler qu'ils sont membres du programme, qu'ils peuvent continuer à en profiter. Comment vous faites ça? Avec quels résultats? Oui, alors ça... Au début, quand on a commencé à travailler, on disait voilà les informations de la marque, etc. Et tout de suite, j'ai dit oui, et so what? Et si on doit faire des emails, on doit faire du contenu qui dit tout de suite où est l'intérêt pour moi en tant que membre. Donc en fait, on a fait partir que des emails où, en tant que membre, vous compreniez que y a un intérêt pour moi.
Voilà. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. On a vraiment, par rapport au benchmark qui, lui, par contre, était disponible, parce qu'il faut savoir aussi que quand on a lancé ce programme, on a 0 retour de client case, de quelque chose qui correspondait à ce que nous, on avait envie de faire, cette omnicanalité, avec cet éclatement, vous l'avez dit, on a des franchisés, du retail, du out of home, du restaurant, on valide même des tickets de caisse de Deliveroo d'un restaurant chinois, etc. Donc, je veux dire, c'est incroyable. Tous les touchpoints que l'on valide. Enfin bon, bref. En revanche, sur les emailing, là, on a un benchmark et donc on était super content de voir que le résultat c'est une confirme. Très bonne nouvelle. Alors vous testez, vous découvrez et là on arrive quand même à des résultats intéressants dans l'engagement des consommateurs. Par rapport au benchmark sectoriel, puisque les chiffres qu'on affiche ici, donc vous arrivez quand même à des résultats vraiment élevé en termes de taux de clic dans vos emails, ce qui démontre quand même l'intérêt, jusqu'à 27% pour des emails très ciblés. Donc c'est chouette d'en arriver là et c'est un challenge qui se poursuit puisque du coup il faut continuer à prévoir un programme éditorial, à créer du contenu. Donc c'est un effort quand même dans la durée. Un programme de fidélité, il faut l'imaginer comme ça. Je pense que c'est une des conclusions. C'est pas juste un effort de setup, de mise en place. Ça ne s'arrête pas là. L'effort se prolonge ensuite en fait. Et puis je vous dis, on l'imagine aussi maintenant aussi de façon beaucoup plus large, c'est programme de fidélité avec cette idée de récompense, etc., mais aussi programme relationnel. Donc comment est-ce qu'on fait partager les gens avec ce que la marque a envie de leur proposer, là où elle est légitime. On est en train de développer des nouveaux contenus qui sont plus lifestyle et on va aussi aller tester ça. D'accord, hâte de découvrir tout ça. Voilà, on est arrivé au bout de la présentation que nous avions prévu de vous faire et maintenant je vous propose de nous poser les questions que vous avez pour que nous puissions interagir. Voilà, c'est totalement interactif, Laetitia et moi. Voilà, je vais... Alors, on va attendre quelques secondes éventuellement que les questions puissent être écrites. Alors une première question, parce que j'imagine que ça c'est un point central sur l'omnicanalité. Concrètement, comment avez-vous pu résoudre cette difficulté qu'on imagine entre ces différents canaux? C'est de traiter le ticket de caisse. En fait, on a mis en place le système qui nous permet de valider les tickets de caisse. D'accord. Donc un système de modération, avec des opérateurs, avec des opérateurs formés qui connaissent et qui apprennent progressivement les différents templates de tickets, j'imagine. Et ce qui vous permet d'être totalement agnostique en termes de système de caisse. Exactement. Alors du coup, c'est vrai mais ça sera, je pense, jamais possible à moins d'être capable de mettre un QR code unique par produit et à l'intérieur. Je veux dire, une fois que vous avez consommé et qui fait que là du coup vous pouvez scanner, mais ça c'est quand même un investissement énorme parce que la réalité c'est que nous avons une production mondiale et donc voilà. Alors peut-être que l'intelligence artificielle pourra amener des solutions, c'est peut-être ça qu'on pourra voir par la suite. Les choses avancent quand même très vite. Très vite, oui, parce que c'est ce que je dis, c'est qu'il y a 2 ans on commençait à parler un petit peu de ChatGPT. Moi, j'avais le nez dans le guidon, donc j'avais même pas encore eu le temps de tester ChatGPT. Et en 2 ans, c'est incroyable. Tous les outils qui s'adossent à l'IA, c'est exponentiel. Qui apportent une efficacité typiquement sur de la reconnaissance de data. Alors, une deuxième question sur les rewards. Finalement, donc on a une grande diversité de rewards. Quels rewards ont le mieux fonctionné entre ces... Voilà. Alors, au tout début, mécaniquement, comme on était sur Paris, région parisienne, on a beaucoup plus recruté en shop. En tout cas, les rewards des shops ont pas mal fonctionné. Aujourd'hui, on se rend compte que la balance va vraiment plus particulièrement sur les collectors. Les gens adorent les collectors. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que quand ils commencent à commander, par exemple, la glacière, on se rend compte qu'une fois qu'ils l'ont reçue, hop, ils en recommandent une autre. Ouais, c'est ça. Il y a eu des commandes multiples. On a même reçu des commentaires et des messages de remerciements spontanés via le service conso. Donc, c'est vraiment produit qui plaît. Et donc, le jeu de cartes aussi conçu, dont les règles sont conçues spécialement par vous pour
pour le Häagen-Dazs aura le même succès, j'espère. Peut-être alors une question aussi sur la valeur qu'apporte le programme. Alors on n'est que 1 an après, c'est toujours compliqué de juger, mais est-ce que vous avez atteint les objectifs? Est-ce que voilà, en termes de retour de ce projet-là? Ouais, ce qui était très très difficile à mettre en place, c'était notre ROI, où est-ce qu'il se situe? On a quand même discuté avec le marketing, aussi bien marketing shops que marketing retail. On se met des objectifs avec des métriques et on les a rencontrés. Donc on est content, mais c'était aussi difficile. Il y avait zéro, comment dirais-je, comparatif. Donc ok. Maintenant, pour moi, c'est pas là que aujourd'hui ça va faire un business impact. Je sais pas, avec 30 000 membres, que vous allez révolutionner le business d'une marque comme Häagen-Dazs. En revanche, on se rend compte que le ROE est quand même, on l'a vu, hyper intéressant et positif. Aussi, il me semble avoir noté que les membres inscrits dans le programme de fidélité ont globalement un panier moyen et une fréquence plus élevée, ce qui veut dire que même si c'est pas un impact directement lié, c'est toujours compliqué de le mesurer. En revanche, le programme vous permet de vous adresser à votre cœur de cible, et ça a un intérêt. Donc, au-delà de la first party data que cela vous a permis d'acquérir, c'est important de noter que voilà, on est sur une cible qui a beaucoup de valeur pour vous. On a un accès direct. Aujourd'hui, on se dit maintenant, on va regarder ce qu'on a. Toute la data qu'on a, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Quels sont les potentiels? Et la prochaine étape, si je peux en parler, c'est de se dire justement, quand on comprend ce qu'on a construit et quand on regarde ce que les data nous disent, où est-ce qu'on doit aller mettre un nouvel effort? Où est-ce qu'on doit réinvestir des choses? Parce que là, il y a quelque chose qui va faire la différence. On est dans cette étape-là. On est en train de regarder et d'essayer de comprendre ce que aujourd'hui le programme nous donne, de comprendre ce qu'il pourrait nous donner, et du coup, où est-ce qu'on doit aller mettre les prochains efforts. Prochains efforts pour eux. Et alors, en termes de prochaines étapes, justement, en termes de leviers de communication, par exemple, est-ce que vous avez prévu de tester encore des leviers différents ou est-ce que vous avez établi votre plan d'acquisition? Alors pour l'acquisition de membres, pour l'instant, on réfléchit justement. On regarde où est-ce que ça fait sens d'aller recruter. Est-ce qu'on veut aller recruter plus de membres vraiment actifs ou est-ce que déjà faire grossir la base, par exemple, des 110? Parce que, encore une fois, on a compris qu'on a mis en place un cœur de réacteur, mais qu'en fait, la potentialité, elle est plus grande et que dans le relationnel, on a différents degrés de relationnel. Donc, où est-ce que la data va faire la différence par rapport à l'investissement qui va être mis? C'est là qu'on est en train de regarder ça et d'essayer de comprendre ce qui fera le plus sens. Une question vraiment stratégique pour la suite et donc ça sera un point que nous pourrons développer ensemble peut-être dans de prochaines discussions, prochains contenus à produire avec vous. Voilà, il me reste, je crois pas qu'il y ait d'autres questions, il me reste à vous remercier et à vous remercier tous d'avoir assisté à cet événement que vous pouvez retrouver en replay sur notre site et même partager. À très bientôt. Merci.